Salut Guillaume. Salut Ariane. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va. Parfait. Bienvenue à tous dans ce premier épisode du podcast Sérendipité. Avant de commencer, je pense qu'on peut peut-être lever le voile sur le mystère qui tourne autour de ce nom de podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé à choisir ce nom et qu'est-ce qui se cache derrière ? Ouais, tout à fait. Sérendipité parce que ça va résumer ce que va être ce podcast, c'est-à-dire un voyage parfois non contrôlé sur différentes notions qui tournent autour des sciences comportementales, psychologiques, etc. Vous allez le voir au fur et à mesure. Et sérendipité parce que à l'origine, c'est cette notion qui veut qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas forcément cherché. Pour donner un exemple, c'est dans le domaine scientifique. C'est le cas du Viagra. C'était l'entreprise Pfizer qui, à l'origine, faisait des tests sur les maladies cardiovasculaires. Ils se sont rendus compte qu'un effet secondaire de ce médicament était le fait de permettre aux hommes de retrouver leur virilité. Leur vigueur, ouais. Leur vigueur, etc. Bon, même si on ne va pas parler de Viagra, vous inquiétez pas, mais c'est cette notion-là, même dans les centres commerciaux, quand vous vous baladez quelque part, vous passez devant une vitrine ou vous êtes à la caisse et vous voyez la petite boîte de Tic Tac et finalement vous la prenez. Bref, Sérendipité, c'est vraiment, vous trouvez quelque chose, vous choisissez quelque chose qui au final, vous n'avez pas voulu ou... N'était pas initialement prévu en tout cas. Voilà, exactement. Donc ce podcast, ça va être ça. Moi, je vais toujours partir d'une problématique que j'ai rencontrée. Je vais à chaque fois essayer de trouver une solution qui va m'amener à réfléchir à autre chose. Ah oui, mais pourquoi, etc. Et finalement, on va voyager, on va aller de sujet en sujet. De fil en aiguille avec Ariane. Bien joué, Ariane. Exactement. On ne pouvait pas faire meilleure transition. Parfait, on va peut-être commencer avec notre premier sujet. Alors, quelle a été ta réflexion initiale ? Le premier truc, je sais pas comment toi tu fais, mais moi, depuis que j'ai découvert ça, je l'utilise tout le temps, c'est la capacité à accélérer la vitesse de lecture sur notamment YouTube, mais aussi sur tout ce qui est podcast, etc. C'est vrai que dans une société où tout va toujours plus vite, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante. Surtout quand on parle, en fait, il y a beaucoup de temps mort, etc. Et ça permet, surtout quand tu vois, alors c'est généralement... Tu le montes entre 1,3 ou 1,5 fois la vitesse. Vous pouvez le faire, vous aussi, sur YouTube. Il y a une fonctionnalité qui le permet. Tu gagnes 50% de temps. Donc, tu peux visualiser plus de vidéos. Ouais, tu peux faire plus. Et c'est pas hyper dérangeant. Au début, c'est un peu surprenant, même si ça parle plus vite, mais la voix est pas écorchée. Enfin, le ton de la voix, c'est pas une ton hyper rapide. C'est vraiment, ça le concentre. Et donc, je cherchais ça. Je l'avais mis. Donc, sur Netflix, il y a aussi une fonctionnalité sur Netflix, sur l'ordinateur, ça permet de le faire. Sur YouTube, ça également. Et sur les podcasts. Et en fait, je me suis amusé à essayer d'aller le plus vite possible sur cette vitesse de lecture. Et alors sur YouTube, c'est limité à 2 fois, je crois, ce qui est déjà pas mal. Mais sur mon outil de podcast, quand j'écoute des podcasts, j'essaie d'aller à 2, 2,5, 3, etc. Mais au bout d'un moment, je ne comprenais plus rien. Ouais, c'est de la bouillie, quoi. C'est de la bouillie. Et donc, j'essaie d'aller le plus loin possible. Mais je me suis dit, ok. Au bout d'un moment, je ne comprenais plus rien. J'arrivais plus à faire le sens des mots. Enfin, je ne comprenais plus ce que voulaient dire les phrases. Et en fait, ça m'a rappelé une conférence de TED sur le sujet. Et c'était une femme qui expliquait, en fait, le titre, après, je suis allé le chercher, le retrouver. Elle s'appelle Sharon Papercamp. Et elle est directrice de recherche au CNRS et son travail, c'est autour du langage, etc. Et elle s'est posé la question de comment les bébés apprennent leur langue maternelle. Alors, le lien, il est peut-être pas clair comme ça, mais en fait, ce qu'elle dit à un moment dans son exposé, c'est que finalement, le premier acte d'apprendre une langue ou même de la comprendre, etc., c'est de pouvoir isoler les mots et de comprendre les mots. Et elle donne l'exemple elle nous dit, positionnez-vous dans la position justement d'un bébé et qui écoute sa mère soit pour la première fois ou dans les premiers mois, etc. Pour cet exercice-là, alors le public il est français, oui, parce qu'elle parle en français. La voix de la mère, c'est une voix chinoise, donc la mère parle en chinois. Effectivement, pour nous, ça donne ça. Donc c'est totalement, on comprend rien. Toi, t'as pas compris ? Je sais que tu as des talents cachés, mais alors pour la majorité des gens qui ne comprennent pas. Et donc ça permet de comprendre effectivement que le premier but, c'est de séquencer ces mots, parce qu'on entend des sons qui sont en fait tout à fait dépourvus de sens. Et ce qu'elle dit en fait, c'est quand on parle, on ne met pas de silence entre les mots, c'est juste qu'on reconnaît les mots. C'est exact, ouais. Je sais pas, pour toi, c'est vrai que quand on entend une langue étrangère, on se dit, mais il parle hyper vite. Oui, on n'arrive pas forcément à faire c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Pour nous, c'est un flux continu de sons, et on n'arrive pas à décoder, en fait. Ouais. Et donc, je trouvais ça, ouais. Et donc, ça m'a permis de faire le lien avec ça, et je me suis dit, c'est que si je comprends pas en vitesse 3 ou 4, c'est juste parce que
pourtant je parle la langue, mais c'est que j'arrive pas à isoler chacun des mots et que peut-être que l'oreille, au fur et à mesure, s'habitue à entendre ces sons à cette vitesse-là et ça permet de les comprendre. Et alors, comment ils font du coup les bébés pour comprendre? Bah, c'est au fur et à mesure. Alors après, je vous invite à aller regarder cette conférence parce que c'est 10 ou 15 minutes, c'est plutôt intéressant. Elle dit qu'en fait, au fur et à mesure, on apprend d'un à faire le lien et qu'elle dit que le cerveau des bébés, c'est un peu des statisticiens dans le sens où ils vont commencer au fur et à mesure à faire des associations en disant la première syllabe, par exemple, que tu entends bi. Généralement, tu vas l'associer à quelque chose de positif parce que quand tu entends bi, c'est généralement il y a biberon derrière. Et donc, tu vas t'attendre à ce qu'après bi, il y a beuron. Mais que tu n'as jamais entendu beuron rue ou beuron rat ou des choses comme ça. Et qu'au fur et à mesure, tu apprends justement à faire ça. entendre les mots, Ouais, tu intègres. Exactement, à savoir à quoi ça D'accord, t'arrives à correspond, les etc. dissocier. Alors, en 15 minutes, elle ne peut pas tout s'expliquer parce qu'à un moment, elle dit, par exemple, comment est-ce que le petit arrive à comprendre que quand la mère pointe du doigt un chaton, comment est-ce qu'il arrive à comprendre qu'elle désigne l'animal en entier et pas la couleur de ses poils, ses oreilles ou quoi que ce soit. Et que c'est un apprentissage un peu plus compliqué, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et c'est ce qui m'a amené au sujet suivant parce que je me suis fait, ok, mais moi, j'ai rien compris dans ce que disait la mère en chinois. Dommage pour toi. Ouais, on n'a pas tous, comme je disais, on n'a pas tous les mêmes compétences. Hein. Et juste après, je me suis dit, est-ce qu'il y a un mot en fait universel que moi j'aurais pu comprendre dans N'importe quelle langue. Ouais, n'importe quelle langue. En tout cas, dans la langue chinoise. Est-ce que si elle avait mis le même discours de la mère mais avec un mot universel, est-ce que j'aurais réussi à l'entendre? Je veux dire, il existe oui un mot universel. Il y a une étude justement qui est parue là-dessus. À ton avis, quel est ce mot? Bonne question. Si tu devais en citer. Alors, c'est pas hyper facile. C'est pas un mot- Waouh, non. Waouh, quelque chose comme ça. Non, même pas, parce qu'en plus, ça doit répondre à des critères. Oh, À des critères. Oh, oh, l'étonnement. ouais, t'es pas trop loin en fait, c'est le mot un. Genre, quand tu. Ouais, voilà, exactement. Quand tu poses une question et que tu comprends pas, c'est le mot un. Alors, ça se dit c'est en plusieurs langues. Alors, tout le monde ne dit pas un, mais en fait, c'est très très proche. Il y a une petite vidéo qui est celle-ci en fait pour vous le faire écouter. Le son, c'est ça. On retrouve à peu près la même intonation, la même longueur de mots, etc. Et ça veut, dans toutes les langues, dire la même chose. C'est-à-dire, on va demander à quelqu'un de répéter ou on n'a pas compris, c'est un équivalent à quoi. Et il y a eu plusieurs critères, en tout cas dans ces études-là, qui a montré qu'ils ont mis plusieurs critères déjà pour déterminer que c'était un mot et qu'il était universel à plusieurs langues. Ils n'ont pas testé toutes les langues, ils en ont testé, je crois, 31 langues étudiées. Ce qui est déjà pas mal, ça permet, je pense, de couvrir pas mal de langues. Donc dans toutes les langues, ils ont vu que ce mot-là n'était pas sans intérêt parce qu'il permettait de montrer qu'on ne comprenait pas ce que la personne disait, en tout cas lui demander de répéter. Ils ont trouvé donc universel à toutes ces langues. Ils ont trouvé que c'était un vrai mot, pas juste un onomatopée ou un truc dans le genre. Ils ont vu que en fonction de la langue, le mot changeait aussi d'orthographe, donc c'est qu'il était bien inscrit dans tout, dans le dictionnaire ouais, dans toutes ces choses-là et que pour les linguistes c'était un vrai mot. Et aussi ils ont trouvé que c'était pas justement juste un son qu'on émettait comme ça, qu'il n'était pas inné. Inné, c'est-à-dire que le bébé, il donne l'exemple parfois dans l'étude de cris de bébé ou de choses comme ça, ou quand tu as tendance, alors après je sais pas trop là-dessus, mais quand tu as tendance à te faire mal, à faire ou je sais pas, un bruit. Et là ils ont dit que c'était pas inné et qu'en fait avant l'âge de 5 ans, par exemple, les bébés font pas un, c'est juste après qu'ils le maîtrisent très bien. Ils savent pas compter en même temps. Ils savent pas compter? Si, peut-être à cet âge-là quand même, ce serait mieux. Pourquoi ils ne sauraient pas compter? 1, 2, 3, ils auraient le 1 déjà. Avec le ok, je viens de comprendre. Allez, je sors, au revoir. Non, c'est bon, j'avais pas compris. Très bien, effectivement, ils ne savent pas compter à part les plus précoces. Toi, tu avais pu compter à partir de 2 mois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est connu, effectivement. Donc voilà, donc ils ont fait cette étude-là, et donc le 1 est ce mot universel dans toutes les langues, un mot commun, et qui permet, si vous voyagez dans tous les pays, dans toutes les langues, vous saurez quand quelqu'un vous fait un, parce que c'est la même signification et même mot. Bon, écoute, c'est bien, c'est pratique. C'est un bon début. Ouais, remarque, dans la communication, faire comprendre à l'autre qu'on n'a pas compris, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et plus tu le fais marrant, c'est que cette étude, elle fait partie des Ig Nobel. Est-ce que tu sais ce que c'est que les Ig Nobel? Non, ça a l'air d'être une population extraterrestre, là, vue comme ça, dans Star Trek, je sais pas, mais non, je connais pas. Les Ig Nobel, bon, déjà dedans, il y a le mot Nobel, d'accord, là-dessus, et il y a IG, en fait, qui vient de ignoble.
Ah, d'accord, Enfin, sympathique. des trucs en anglais. En fait, c'est un prix parodique du Nobel qui va récompenser en fait, des recherches qui, au début, semblent insolites, mais qui, dans une deuxième approche, en fait, font réfléchir. D'accord. Bon, pour T'auras un donner... exemple? Ouais. Parce que comme ça permet... C'est un peu vaste. Par exemple, en 2016, dans le domaine de la psychologie, il y a des chercheurs, et à chaque fois, c'est vrai, hein, donc il y a une équipe qui a travaillé là-dessus, etc., qui ont demandé à 1000 menteurs à quelle fréquence ils mentaient, et l'étude devait ensuite décider s'il fallait croire ces réponses ou non. D'accord, oui, c'est pas évident, effectivement. Donc tu vois, le sujet est un peu bizarre. Après, Ouais. c'est vrai que c'est pas bête. C'est Ils comme... n'ont jamais trouvé la réponse. je sais pas, mais tu sais, c'est comme ce truc de demander à un menteur est-ce qu'il ment, quoi. Oui. Est-ce que tu le crois, est-ce que non. Et je crois qu'en plus, il y a un petit trick psychologique pour voir quand les gens mentent ou pas, mais je sais plus quoi. Mais, bref, un autre exemple, 2014, en neurosciences, il y en a qui ont étudié ce qui se passe dans le cerveau des gens qui voient le visage de Jésus sur un morceau de pain grillé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai pas lu. Ah, d'accord. J'ai pas lu l'étude, je suis pas allé la voir, j'ai juste pris le titre, je trouvais ça intéressant, mais je pense que j'ai regardé parce que Ah, ça doit être rigolo, ouais. je sais pas, ça doit se jouer, je sais pas à quoi ça fait appel. Peut-être qu'ils ont un petit bruit comme C'est ça. ça. Jésus est là, Peut-être. tartiné sur sur ton petit pain. Troisième exemple, c'est en 2006, je crois, c'était pour de la physique. L'étude devait expliquer en quoi les spaghettis secs se cassent généralement en plus de 2 morceaux. Mais tout de suite, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que quand je casse des spaghettis, ils se cassent en plus de 2 morceaux? Mais je sais pas. Il faudrait tenter l'expérience là. On C'est le vrai fera. que, Ouais, je pense qu'il faudra. On vous tiendra informé. Bref, en tout cas, ces résultat. personnes-là, en plus, je crois qu'il y avait un Français de l'Institut Marie Curie qui avait participé à cette expérience. Si c'est quelque chose qui vous travaille, en tout cas, il y a des réponses. Est-ce qu'on gagne un prix? Oui, on gagne Ouais, un ce vrai prix, voilà, ce prix un peu parodique. C'est pas très honorifique, quoi. On peut pas mettre ça sur son CV. Bah, c'est pas dégueu non plus, parce qu'au début, on peut dire que c'est insolite, mais le but, c'est vraiment que c'est insolite, mais finalement, ça amène à réfléchir. C'est vrai. Ouais, ça soulève des questions. Et je pense que derrière, ça amène, tu vois, par exemple, l'étude sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens qui voient le visage de Jésus et tout sur les tartines. Ouais. Je pense qu'il y a faculté, il y a toutes ces questions de croyances, On peut creuser le sujet, ouais. voilà, de jouer. Et puis même sur le côté physique, effectivement, quand tu casses un spaghetti, pourquoi il se casse plus en deux? Il doit y avoir des forces. Enfin, bref, je connais rien, mais voilà. Bon, ça nous a un peu éloigné de la première notion du langage, en fait. Oui. Mais voilà, c'était... Ouais, pour revenir en fait au 1, en fait, je m'étais posé la question juste après ça. J'ai commencé à regarder un peu sur Internet et me poser la question, est-ce que ce 1, en fait, il est compris, même si c'était un peu universel pour tout le monde, est-ce qu'il est compris de la même manière, tu vois, en français que dans les autres langues? Est-ce que par exemple, nous, on dit 1, déjà, c'est pas très bien vu? Oui, c'est vrai. Tu vois, on dit toujours, tu dis pas 1, tu fais comment ou quoi que ce soit. Mais est-ce que dans d'autres langues, j'en sais rien, tu vois, au japonais, les japonais, est-ce que quand ils font 1, c'est quelque chose de plus, auriez-vous l'amabilité de répéter ou quoi que ce soit? Est-ce que l'interprétation est la même? Bref, donc j'ai essayé de chercher ça et je suis tombé sur un article, je crois que c'est dans Courrier International. Le nom de l'article, c'était Penser dans une autre langue, c'est réfléchir 2 fois. Et en fait, dans cet article-là, ils disent que en fonction de la langue dans laquelle tu réfléchis, tu prends des décisions qui sont différentes. Ah, étonnant. Donc en fait, dans ta langue maternelle, par exemple, si moi je parle français et ensuite anglais, dans ma langue en français, je vais prendre une décision qui va être vraiment différente de l'anglais en fonction de comment ça m'est posé, etc. Et en fait, pour ça, ils ont fait plusieurs études. Le premier, c'est le dilemme du tramway. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je crois. Le dilemme du tramway, c'est est-ce que... assez gore d'ailleurs. Exactement. Est-ce que pour sauver 5 individus dans un tramway fou, etc., tu serais prêt à pousser quelqu'un sous les rails du tramway pour l'arrêter ou pas? Est-ce que tu serais prêt à sacrifier cette personne pour sauver les 5 autres? Ou est-ce que tu dis non, je n'ai pas la capacité de tuer cette personne pour sauver les autres? Et donc, en fait, ils ont posé ce dilemme-là à ce groupe. Et le nombre de personnes qui sacrifiaient quelqu'un passe de 20% à 50% quand la question en fait est formulée dans l'autre langue que la langue maternelle. Donc tu es plus gentil quand c'est dans une langue étrangère et non, l'inverse. Ah d'accord, tu es plus gentil quand c'est dans ta langue, entre guillemets, enfin plus gentil. Ouais. Ça dépend. Justement, le terme c'est pas gentil, mais en fait ça fait une notion à plus réfléchir, etc. En fait, en langue étrangère, tu es moins submergé par les émotions et tu privilégies les résultats plus efficaces. Ouais, je comprends. Tu vois? Donc, quand ceux qui réfléchissent, pour ceux qui devaient donner une réponse exactement dans une langue autre que leur langue maternelle, pour près de 50% d'entre eux, ils sacrifiaient la personne parce qu'ils ont fait le lien, si je la sacrifie, j'arrive à sauver l'autre. D'accord. C'est un peu opaque la manière de... Dans les articles, ils disaient que les scientifiques ne savaient pas trop encore comment est-ce que tu pouvais vraiment expliquer ça. Mais bon, en tout cas, tu es moins moraliste quand tu réfléchis dans une autre langue et ils disent que tu es plus utilitariste. Ils avaient mené ça avec des Espagnols, Anglais, Italiens et Allemands
qui tous parlaient couramment une seconde langue. Ça prouve vraiment que tu réfléchis. Et je trouve que de passer de 20% à 50%, Et c'est une énorme c'est quand même différence. pas mal, juste sur le tout à niveau fait. de langue. Ouais. Tu as intérêt à savoir qui est autour de toi si jamais il y a Ouais, il y a un accident. qui parle une seconde langue. Et c'est marrant parce que dans cette étude, dans cet article, en fait, il donne d'autres expériences, notamment une autre expérience qui posait des questions un peu, pas immorales, mais... Dérangeante. Ouais, dérangeantes, effectivement, et pareil en langue maternelle et en langue étrangère. Et dans ces questions-là, tu avais, est-ce que, par exemple, t'offres une veste à un clochard, Mhm. après, celui-ci est ensuite proué de coup parce que tout le monde pense qu'il a volé. Oh, Est-ce que oui. tu lui offrirais? Ou est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un couple adopte un enfant handicapé, mais juste pour toucher des aides sociales de l'État? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'une entreprise fasse des dons à un organisme de charité, etc., mais dans le seul but d'augmenter ses bénéfices, en tout cas de réduire ses impôts? Donc ces questions ont été posées et le résultat change, encore une fois, en fonction de la langue. Dans laquelle est posée la question. Exactement. La première, en fait, était plutôt négative quand tu parlais dans une autre, dans la langue étrangère, donc celle avec le clochard. Donc c'est-à-dire que tu voulais pas lui donner la veste. Ouais, les gens trouvaient que Ouais. c'était pas bien. Ouais. Mais par contre, c'était plutôt positif pour les deux autres, donc D'accord. d'adopter un enfant handicapé ou de faire un don à un organisme. Je peux comprendre peut-être dans le sens où la première, il y a une réaction négative immédiate. Les autres, c'est peut-être un petit peu moins impactant. Il y a moins de violence. Ouais, ça peut se comprendre. Mais, Effectivement, ouais. tu dis, ok, ils touchent les aides de l'État, mais il y a un enfant handicapé qui finalement Oui, aura une c'est famille. ça. Ok, ils font plus de bénéfices, mais en même temps, ils donnent tandis que ça peut effectivement se comprendre. Ils donnent pas trop de raisons, en tout cas, ils s'attaquent pas vraiment sur les vrais résultats ou les vraies raisons, mais en tout cas, ils donnent ça. Et il y a une autre étude aussi que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je crois que c'est par la même personne, et là, ça devait aussi mettre des tabous, un peu des tabous sociaux dans la question. Et les sujets de cette étude, en fait, devaient évaluer l'horreur d'un acte en mettant une note entre 1 et 10, entre 0 et 10. D'accord, donc 10 étant le plus horrible. Exactement. Et dans ces questions, tu avais, par exemple, un homme qui fait cuire la chair de son chien mort, Oh, quelle horreur. un homme qui coupe son drapeau, le drapeau de son pays pour nettoyer ses toilettes, Ouais. ou un frère et une sœur qui décident d'avoir un rapport sexuel. D'accord, Game of Thrones. Par exemple, voilà, exactement. Donc, et là, quand la question était posée, les personnes devaient répondre dans leur seconde langue, et il y avait 0,5 points de moins en moyenne que dans la langue maternelle. D'accord, donc Ce qui n'est pas énorme, mais tu trouves ça moins horrible dans une langue C'est étrangère ça, on est moins sévère. Exactement, tu es moins sévère. Intéressant. Peut-être que quand tu regardes Game of Thrones dans une autre langue, tu as l'impression que c'est moins dégueu. C'est ça, c'est bon à savoir. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc à l'issue de ça, ils ont essayé de voir pour le cerveau. Enfin, la question que je te disais, c'est apparemment dans le cerveau, tu aurais plusieurs systèmes. Le système 1, c'est dans l'article qui présente ça, c'est que repose plus sur tout ce qui est intuitif. Il est plus rapide, mais tu peux présenter quelques erreurs. Et le système 2 est un peu plus axé sur le raisonnement, mais un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc en langue étrangère, tu aurais tendance à privilégier le système 1 parce que plus facile pour toi, demandant moins d'efforts, donc plus intuitif, plus rapide, etc. Et voilà. Donc quand tu parles de système, c'est la façon dont ton cerveau raisonne Ouais, tu l'appelles à différentes non, zones de ton cerveau? c'est plus la manière dont le cerveau raisonne. Va raisonner, Exactement. Et en fait, et après je me dis, ok, une fois qu'on a testé ça, finalement, quel est l'impact? Et c'est plutôt intéressant parce que l'impact, c'est pour toutes ces personnes qui, par exemple, travaillent à l'ONU. L'étranger. Ah bah oui, aussi, À l'ONU, très bien, ouais. en Europe, etc., qui sont amenés à parler une autre langue. Ouais, ça Et peut impacter les effectivement, décisions. voilà, est-ce que leur décision est différente? Est-ce qu'ils doivent, quand ils doivent juger sur l'huile de palme ou des trucs dans le genre, est-ce que quand ils doivent donner une décision ou rentrer dans une discussion en langue étrangère, est-ce que justement ils ont un avis biaisé ou en tout cas plus indulgent là-dessus? Ah, c'est intéressant ça. Et donc, tu vois, ce genre d'étude peut amener ensuite à comprendre peut-être des décisions ou à expliquer pourquoi. Ouais. Même si là, sur le dernier exemple, par exemple, il disait qu'il y avait une différence de 0,5 points. Oui, c'est négligeable. Je trouve pas ça énorme. C'est négligeable. Mais c'est une tendance, quoi. C'est intéressant. plus, Ouais, c'est tout à plus fait. une tendance. Et voilà. Ça m'a amené au niveau politique, en fait. Comme il parlait de l'ONU, de tout ce qui est Parlement européen, je me suis dit, ok, donc en termes politiques, nos hommes politiques, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils sont influencés dans leur manière de penser, sur leur manière de parler, etc. En fait, je suis tombé sur d'abord le Figaro qui relayait une étude de l'Internaute. L'étude de l'Internaute, si vous voulez aller voir, c'est qui parle le plus de 3 petits points. Et en fait, cette étude-là présente combien de fois les hommes politiques, alors c'était entre 2000 et 2010, donc c'est pas, par exemple, Emmanuel Macron n'y est pas, etc., mais dans leur discours, la fréquence de l'usage de certains mots.
D'accord. Donc ils ont enlevé tous les le, la, etc. Mais par exemple, tu te rends compte que le mot le plus utilisé, c'est je. Ah oui, c'est bien ça. C'est je qui est en moyenne, je crois, c'est 23 fois sur 1000 mots. Oui, c'est pas mal. Ensuite, tu as nous, vous, tu as faire et faux. Et tu as des mots comme Europe qui arrive en deuxième position, etc. Mais ils se sont, dans cette étude-là, tu peux voir à quelle fréquence. Par exemple, Sarkozy disait que c'était le champion du jeu, qui lui l'utilisait 46 ou 47 fois tous les 1000 mots. D'accord. Que De Villiers, lui, c'était le champion du mot France, qui l'utilisait 11,5 fois sur 1000. C'était aussi le champion du mot Europe, alors que c'est un eurosceptique, qui l'utilisait le plus souvent. Et à l'inverse, sais-tu qui était la personnalité qui utilisait le moins le mot Europe, par exemple? Non, je ne saurais pas dire. Et c'était Valls. Ah, très Valls, marrant. qui utilisait, D'accord. en tout cas sur ce panel d'hommes politiques, c'était celui qui utilisait le moins le mot Europe. D'accord. Et donc, ils ont fait ça avec plein d'autres mots. Donc, j'ai dit le mot France, mais le mot nation. Par exemple, nation, je crois que c'est Jean-Marie Le Pen qui utilisait le mot, plus le mot nation. Donc, c'est assez marrant de voir justement quel est en fonction des personnes. Après, tu peux le comprendre. Genre, De Villiers, tu peux comprendre pourquoi. Ah oui, il y a tout à fait une de logique. Selon de les ses idées. aspirations politiques. Exactement, ouais, tu peux. Il y a des choses qui sont logiques. Et alors ça a été fait seulement en français. On n'a pas d'études comparatives avec d'autres pays. Non, ouais, ça a été D'accord. juste fait sur des personnalités politiques françaises. Et voilà, entre 2000 et 2010, donc sur toutes ces 9 dernières années, il n'y a pas eu ça, mais bon, c'est toujours intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais ça rigolo de voir ça. Et ce qui m'a amené, on y revient toujours, à ensuite, comment justement tu choisis tes mots. En tout cas, pourquoi il y a des mots... Qui reviennent plus souvent que d'autres. Ouais, et je me suis posé la question pourquoi il y en a qui vont utiliser plus nation que pays, que France, etc. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé sur... Ouais, exactement, voilà. Quand tu as des synonymes, pourquoi est-ce que tu utilises plus souvent un synonyme qu'un autre? Et donc, en fait, il y a une étude qui est sortie là-dessus, en tout cas, des personnes ont travaillé là-dessus, et eux, leur question, c'est la sélection naturelle des mots. Pourquoi est-ce qu'on va plus choisir un mot qu'un autre? Par exemple, surtout quand il y a des synonymes, pourquoi est-ce qu'on utiliserait plus le mot joie que le mot allégresse, satisfaction, je sais pas, bonheur, réjouissance, exaltation, contentement, voilà, tous ces mots-là. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui prennent plus d'importance que d'autres? Est-ce que l'orthographe pourrait être la difficulté à... Justement, ça va être une des conséquences, et ça va être une des conséquences, mais pas que. Et en fait, ils ont essayé de créer une sorte d'algorithme, etc., pour prédire aussi l'évolution d'un mot. C'est-à-dire l'évolution de l'usage, est-ce que dans 50 ans, celui-là va être plus utilisé que d'autres, etc., en fonction justement du passé et autres. Et en fait, ils se sont servis de deux choses. Le premier, je ne connaissais pas, c'est Google Books Ngram et quelque chose, je ne sais plus ce que c'était, bref. Et en fait, c'est un outil, vous pouvez y aller sur Internet. Alors, je crois qu'il est plus mis à jour depuis quelques années, mais en fait, tu tapes un mot, et en fonction de tous les livres qui ont été numérisés par Google, ça va te donner la récurrence de ce mot. Combien de fois tu vas retrouver ce mot dans ces livres? Dans tous les livres. Dans tous les livres, en français, en fonction de la langue que tu as notée. D'accord. Donc, j'en sais rien, si tu tapes maison, il va te dire ce mot et revient ce pourcentage de temps. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux le voir aussi en fonction des années. Donc en fonction de la publication, exactement en fonction de la publication des livres, etc. Donc c'est assez rigolo, tu peux voir, et ça depuis 1800. Donc tu peux voir en fonction de ces années, quand est-ce que le mot maison a été le plus utilisé et autres. Donc en tout cas, ils ont fait cette étude-là, et en plus ils ont utilisé un autre site qui s'appelle WordNet, je ne connaissais pas non plus, qui est en fait une sorte de dictionnaire des synonymes, mais en plus qui donne davantage d'attention à la signification, pour vraiment s'assurer que le mot joie veut vraiment dire à peu près la même chose que le mot allégresse, etc. Que ce n'est pas des synonymes lointains, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que les mots qui étaient sélectionnés étaient généralement des mots avec courts. En tout cas, on privilégiait des mots qui étaient plus courts. Et donc la longueur du mot et le nombre de syllabes. D'accord, donc là, avec Serendipité, on est mal barré. On est un peu mal barré, effectivement, mais pas forcément, parce que, justement, c'est là où il y a une petite astuce, c'est qu'on privilégie aussi les mots distinctifs. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut que ce mot soit aussi précis, qu'il puisse vraiment se différencier d'un autre. Donc, même si le mot, par exemple, le mot joie est plus court, si il exprime pas vraiment ce qu'on veut, en tout cas
un état d'être, etc., eh bien, on ne va pas l'utiliser, on va aller peut-être privilégier, je ne sais pas, Quelqu'un qui a un sens plus fort. satisfaction, même s'il est plus long. D'accord. Et généralement, justement, les mots les plus distinctifs, ils ont dit que ce n'était pas forcément les plus courts, donc c'est pour ça que certains mots longs sont parfois plus utilisés que d'autres. D'accord. Donc comme il n'y a pas forcément de synonyme à sérendipité, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Bon, bah, c'est super alors. Voilà. D'accord. Et je me suis arrêté là parce que dans mes recherches, j'ai trouvé que c'était déjà assez sur cette première... Sur ce premier tour tour d'idée sur le langage. Ouais, c'est pas mal du tout. T'aurais pas d'autres exemples d'Ignobel? Ça t'a plu? Ouais. Ouais, si, il y a d'autres exemples. Alors, de tête, il y avait, je crois, une étude, pour finir. Je crois que c'était un Japonais qui avait fait une étude pourquoi des statues de bronze n'attiraient pas des pigeons. Ah. Enfin, certaines statues de bronze au Japon, dans une ville, je sais plus où, n'attiraient pas les pigeons, alors que d'autres, oui. Mm-hmm. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a une autre étude aux États-Unis qui, c'est assez marrant, qui cherchait à savoir si on nageait plus vite dans de l'eau ou dans du sirop. C'est pas mal ça. Faudrait que j'aille voir encore une fois le résultat, mais de souvenir, je crois que c'est ça. Mais du sirop dilué dans de l'eau quand même. Je sais pas, en tout cas, le truc, c'était dans de l'eau, du sirop. Mais c'est vraiment, c'est marrant de se dire comment ils pensent à ça. Ouais. En plus, c'est vraiment de mettre des moyens pour rechercher, pour mener ces études. Il n'y a pas de question idiote, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, il y a un dernier, si tu veux. Ça, je crois que c'était un prix Nobel d'économie, enfin, le Ligue Nobel d'économie pour le Liechtenstein, pour proposer la location totale de l'État pour des mariages, des événements, etc. Eh ben, ça doit coûter cher, ça. Bah, je sais pas, mais je savais pas que tu pouvais louer l'État entier du Liechtenstein pour un événement. Ouais, bah écoute, on se renseignera sur les tarifs pour la prochaine fois. On verra pour une méga teuf. On ira voir. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui sur le domaine du langage. Parfait, ben, je crois que la boucle est bouclée. Merci, c'était très intéressant, on a appris plein de choses. Et puis, on espère que ça vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour d'autres Serenditopics. Salut. Donc, on s'arrête sur Serenditopics. Je sais pas. Ok, si, ça sonne bien. Allez, salut. Salut.